Tac. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Je suis enfin ravie parce que il nous a vraiment fallu accorder nos violons pour arriver à cet instant, mais je suis vraiment, vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet, je sais, qui te tient vraiment à cœur, qui me tient aussi à cœur. Euh, mais j'ai envie de dire, et puis après je te laisserai te présenter, quand je vivais avec les nomades, et que j'étais quelqu'un toujours de très pressé parce qu'il fallait atteindre des objectifs, réaliser un plan d'action. Il me regardait comme ça, très patiemment, très d'un air de dire, et il me disait toujours, mais tu sais, Sabrina, vous les Occidentaux, vous avez la montre, mais nous avons le temps. Et j'ai l'impression, quand je t'entends parler, quand je vois tes masterclass, tu es ce spécialiste du temps. Est-ce que je me trompe? Alors, effectivement, c'est passionnant. Passionnant comme approche. Donc déjà, enchanté, Sabrina. Je suis content effectivement qu'on ait pu se consacrer ce créneau. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Et effectivement, sur un sujet qui me passionne, puisque j'en fais aussi une de mes activités. Et l'approche que tu as à travers le temps, elle est intéressante parce que c'est une approche de sagesse et qu'effectivement, beaucoup de personnes confondent, entre guillemets, le mouvement et, et l'efficacité. Et donc, c'est intéressant de comparer l'heure et le temps. Alors, qui je suis? Donc, moi, je suis Frédéric Barclay. Donc, je suis consultant en stratégie organisation. Je suis assureur, entrepreneur et mentor sur un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Booster d'entreprise. Alors, voilà, c'est intéressant parce qu'au niveau de ma présentation, on peut se dire, bon, ça fait quand même pas mal d'activités, puisque du coup, j'ai plusieurs entreprises. Mais c'est là que on rentre dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, entre l'heure et le temps. Donc, ce qui est passionnant, c'est d'être en mesure d'exploiter le mieux possible les 24 heures qu'on a tous dans la journée. Parce qu'on a tous cette égalité de richesse par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on a tous 24 heures. On dispose que de 24 heures. Sauf que sur ces 24 heures, il y en a qui sont capables de lancer sur la Lune des fusées, de lancer cette nouvelle activité ou de révolutionner l'industrie automobile avec l'électricité. Donc là, je fais allusion à Elon Musk, avec plusieurs entreprises. Pourtant, il n'a que 24 heures comme nous. Il n'est pas un magicien, c'est pas uniquement le levier de l'argent, ainsi que d'autres serial entrepreneurs qui ont réussi à faire pas mal de choses. Un autre qu'on connaît bien en France, qui est Bernard Tapie, qui, sans faire d'études, a su du coup racheter Adidas, être propriétaire de l'OM, être ministre. C'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. J'ai beaucoup de peine quand il est parti. Euh, J'aime beaucoup Bernard Tapie, ouais. Et donc, du coup, j'aime bien illustrer par ces exemples-là pour interpeller sur le fait qu'on a tous 24 heures dans la journée. On a tous cette égalité. Et donc, la question, c'est comment on exploite ces 24 heures. Et c'est là que on revient sur cette approche de sagesse de dire, vous, vous avez l'heure, nous, on a le temps. Bon, alors Fred, ne nous fais pas attendre. Comment on fait pour gagner du temps? Mais c'est bien de gagner du temps. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Oui. Euh, Comment on place sa passion dans ce curseur de la vie, du temps et d'être animé par ce qui nous fait vibrer. Toi comme moi, on est des passionnés, on fait un travail que l'on aime. Alors c'est vrai que quand on fait un travail que l'on aime, il y a des risques comme celui de travailler, de ne plus compter ses heures, finalement de plus prendre plaisir à partager avec les autres, avec sa famille, avec sa femme. Euh, voilà, elle est où la limite? Et quand on est un chef d'entreprise, comment aussi? Parce que souvent, cette angoisse de l'entrepreneur et surtout du chef d'entreprise, c'est se dire, waouh, si je prends tout ce temps, je suis pas dans ma boîte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va impacter mon chiffre d'affaires? Je suis absent, je ne suis pas là. Enfin voilà, il y a plein de questions.
qui sont à la fois d'ordre du process, mais qui sont de l'ordre aussi de notre relation à notre entreprise. Qu'est-ce Et que tu nous proposes? alors, donc du coup, voilà, on ne dispose pas de beaucoup de temps, donc je vais m'efforcer de mettre le doigt sur la réflexion la plus stratégique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut penser par rapport au temps, c'est que les sages pensent stratégie. Et quelquefois, c'est même culturel, d'où la réponse qui t'a été faite entre l'heure et le temps. Il y a cet héritage culturel qui permet d'être stratège par rapport au temps. Donc, déjà, c'est de prendre conscience que le temps est précieux. Et donc, il ne faut pas vendre son temps contre de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut utiliser tous les leviers disponibles pour démultiplier de manière à ce que la richesse temps ne soit pas liée à ce qu'on produit. Je te donne un exemple. Moi, je suis spécialiste sur l'entreprise pour faire que l'entreprise devienne un actif qui travaille pour son propriétaire. Donc, dès lors qu'on a ce schéma en tête, et c'est le profil de tous les entrepreneurs investisseurs, c'est que du coup, ils investissent dans un actif qui va travailler pour eux et donc générer des revenus passifs pour eux. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, sans rien faire, donc en gardant leur temps qui est précieux, ils sont rémunérés. Donc, à partir de là, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. D'accord? Mais c'est déjà un choix stratégique d'aller sur ce levier, puisque c'est comprendre très tôt qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, si on veut tout concilier, il faut savoir penser à quelle est la chose essentielle que je dois faire pour atteindre tous mes objectifs. Dans le cas de l'entreprise, pour la transformer en un actif qui travaille pour toi, ton propriétaire d'entreprise, ben, c'est quelle est la chose essentielle? Ben, c'est de faire en sorte que mon entreprise soit un outil qui travaille pour moi, de manière à libérer mes 24 heures dans la journée pour avoir le temps pour dormir et avoir le temps de m'occuper de toutes mes branches de vie, de m'occuper de mes proches, de m'occuper de mes amis, de ma santé, de mes loisirs, et du coup d'avoir toujours du recul sur la réflexion et l'usage que j'ai par rapport au temps, qui est la denrée la plus précieuse. Parce qu'une fois que le temps est passé, on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le racheter. Oui. Voilà, donc c'est ça qui nécessite, je pense, une certaine sagesse et de faire le parallèle entre l'heure et le temps. Parce que quand on regarde l'heure, ça veut dire que déjà, on se dit qu'on n'en a pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'on court après l'heure. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans le modèle de j'ai des ressources qui travaille pour moi, qui démultiplie pour moi, qui fait que je suis dans la réflexion stratégique et que je fais en sorte que le temps soit un atout et non pas un concurrent, un adversaire que je dois poursuivre à tout prix. Mm. Donc voilà, donc c'est un schéma qui est important de s'imprégner. Il y a Kiyosaki qui a écrit un livre qui est passionnant là-dessus, hein, Père riche, Père Entreprise. pauvre, et puis les quatre quadrants du cash flow. C'est exactement ça. Donc voilà, donc pour un entrepreneur, il faut savoir qu'il y a différents échelons en termes de maturité. Avant d'arriver à l'échelon de l'entrepreneur investisseur, eh bien, il y a d'abord, voilà, moi je dirais l'intrapreneur qui est salarié dans un grand groupe et qui doit lancer une business unit ou un département. Après, il y a l'entrepreneur indépendant, le solopreneur, qui du coup doit tout construire pour sortir et dégager la liberté financière, puisqu'il doit apprendre à utiliser le levier déjà d'une équipe. Donc, l'entrepreneur manager, il va animer une équipe, puis après, il y aura l'entrepreneur gestionnaire qui aura la maîtrise de l'équipe, mais aussi de tous les autres leviers d'entreprise pour faire tourner son entreprise, mais qui est encore dans l'équation. Puis après, il y a l'entrepreneur investisseur qui aura su mettre un gérant à la tête de son entreprise pour en faire un actif à revenu passif. En fait, là, tu parles aussi du livre, c'est ça, L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. C'est dans ce livre-là qu'il partage le quadrant du temps. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, et je pense que tu es l'un des rares aujourd'hui, peut-être en France et en francophonie peut-être, qui accompagne justement les entrepreneurs sur ce principe d'actif. Mm, Parce qu'on peut avoir des actifs de plein de façons différentes. Je veux dire, tu investis en bourse, c'est des actifs qui travaillent pour toi. tout à fait. Mais
finalement, c'est quoi? C'est transformer son entreprise comme un système boursier? Bah, oui, au final, c'est ça, hein, mais sans l'aléa boursier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est transformer son entreprise en un super actif foncier, quoi. C'est comme si c'était un actif immobilier, c'est-à-dire avec la sécurité de l'actif immobilier, sauf que c'est une entreprise. Et on a des secteurs d'activité qui dégagent des bénéfices à hauteur de 30, 40, 50%. Donc, ça peut être ultra rentable, cette affaire. Sachant que quand on a une entreprise qui est un actif qui travaille pour nous, à revenu passif, cette même entreprise peut aussi investir dans de l'immobilier, dans les locaux. On augmente aussi le patrimoine immobilier. Ou dans Et, l'écologie? et exactement, on peut investir dans différents compartiments. Donc, mais c'est avant tout une philosophie, une prise de conscience qu'on n'a que 24 ans dans la journée, donc il faut arrêter d'essayer d'aller plus vite que le temps. Et donc, cette prise de conscience, elle est essentiellement avec le paramètre du temps, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres dont le chef d'entreprise doit prendre conscience pour se dire, je sors finalement de la roue du hamster pour passer à autre chose? C'est quoi finalement les paramètres qui vont amener un chef d'entreprise à se dire, OK, maintenant il faut que je passe à autre chose, maintenant il faut que je passe je fasse appel à Frédéric pour passer à l'action. Bah, déjà, c'est la prise de conscience qui commence à s'essouffler, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de temps pour réaliser son projet. Donc, déjà, quand il commence à prendre conscience de ça et qui, malheureusement, intuitivement, bah, il va essayer de dégager encore plus de temps. Donc, commencer à sacrifier les week-ends, faire des vacances en pointillés avec la famille, voire travailler pendant les vacances. Ça, c'est les principaux indicateurs, c'est les principaux signaux, les voyants rouges pour dire attention, c'est pas le bon chemin. Parce que c'est de penser qu'on peut délivrer plus alors qu'on n'a que 24 heures. Donc on est capé. Dès lors qu'on court après le temps, on est capé par les 24 heures. Dès lors qu'on utilise le temps de manière stratégique et on utilise du coup le levier du temps des autres, c'est-à-dire d'une équipe, ou le levier de l'argent des autres, le financement bancaire, alors, et le levier des technologies, des systèmes, de ce qui est automatisé. Dès lors qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'utilise pas ces leviers-là, on ne peut pas se décaper. On ne peut pas produire plus que ce qu'on peut produire en 24 heures. De la même façon, ce que je mets en place dans les entreprises, c'est qu'avant d'avoir une équipe de qualité, je fais en sorte que l'entreprise ait des systèmes de qualité. Puisque du coup, je rentabilise le temps de mon équipe si, pour un budget de 60 000 euros sur une personne, rémunération brute chargée, ben, j'ai d'un côté une personne qui aura ce coût-là et qui va tout faire à l'huile de coude, donc en fonction de, comment dire, de son intellect et de son temps passé. Et de l'autre côté, j'aurai l'intellect qui appuiera soit sur un bouton, soit sur un levier pour démultiplier le résultat. Donc, j'augmente la valeur de mon budget de ressources chargées. Et ça, il faut savoir avoir une entreprise qui est déjà optimale en termes de système automatisé pour après mettre une équipe par-dessus. Et là, on a une démultiplication. Donc, tout ça pour dire que c'est une notion où bah, on décape les 24 heures. Donc, penser comme ça permet de rester en réflexion stratégique et vis-à-vis de l'extérieur, donner le sentiment qu'on a beaucoup de temps. Parce que oui, on n'est pas en train de confondre le mouvement et l'efficacité. Souvent, les gens ils disent je suis débordé, je suis occupé, et du coup, ça les rassure dans le sens où ils sont affairés, ils font des choses. Sauf que malheureusement, bah, souvent, ce sont des personnes qui brassent du vent ou qui font des choses. Il y aura des tâches de réaliser, il y aura des choses d'exécuter, sauf qu'elles ne seront pas à fort impact sur le résultat. Donc voilà, c'est penser démultiplication, c'est penser effet levier, c'est penser effet cumulé également. Donc tout ça, ça requiert une certaine stratégie. Et pour y arriver, il ne faut pas avoir la tête sous l'eau.
Il faut toujours avoir la tête hors de l'eau et se donner du temps pour réfléchir au moins quelques heures par semaine de manière stratégique sur comment est-ce que je suis en train d'utiliser mon temps. Et si on revenait maintenant sur la partie financière au fait de ce processus, est-ce que le seul rapport, c'est vraiment au final le rapport temps-argent, ou est-ce que dans ce processus-là, pour équilibrer ce rapport temps-argent, il y a un certain nombre d'étapes dont le chef d'entreprise doit prendre conscience pour se dire, OK, il est grand temps que j'aille dans ce sens-là. Est-ce que aussi il y a une taille d'entreprise? Est-ce qu'un solo entrepreneur est concerné au même titre qu'un chef d'entreprise qui a 30 personnes ou un chef d'entreprise qui a plusieurs franchises? Voilà, finalement, à qui ça s'adresse? Quelle est la taille de l'entreprise qui est prise en charge dans ce processus? Tout le monde est concerné par ça, toute entreprise. D'entreprise. Et puis, pour aller même plus loin, ça s'applique aussi à la vie privée, avec un autre angle, un autre axe d'approche. Mais pour rester sur le périmètre entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, on est concerné. Pourquoi? Parce que celui qui lance son entreprise qui est seul, s'il n'a pas ce schéma en tête, d'aller chercher les leviers, et qui n'a pas la bonne démarche pour monter son entreprise, eh ben, il va essayer de manière intuitive. Et au bout de 3 ans, il va avoir le résultat, il va voir que c'est pas ça, donc il va devoir tout déconstruire, reconstruire, et il peut perdre comme ça 6, 9 ans versus avoir la bonne démarche et le bon schéma dès le début, et donc du coup gagner facilement voilà 6 ans dans le développement de son entreprise entrepreneuriale. Ensuite, moi, j'ai des clients qui sont à 10 millions de chiffre d'affaires, par exemple. On peut se dire 10 millions, voilà, ça commence à être mature, mais l'entreprise est restée artisanale. Donc, ça veut dire qu'on enlève certaines personnes et tout tombe comme un château de cartes. Donc, on peut avoir un chef d'entreprise qui a une forte rémunération et qui prospère dans son business, sauf que sa vie est son business, parce qu'il n'a pas le temps de faire autre chose que gérer son business. Là, moi, la marge que j'ai va lui permettre en fait de s'extraire de son entreprise pour en faire un actif. De la même façon, ce sera très utile pour valoriser son entreprise avant de la revendre, puisque s'il démontre que son entreprise atteint les mêmes résultats sans qu'il soit dans l'équation, il maximise la valeur de l'entreprise. De la même façon, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, chaque entreprise est différente et aura un niveau de maturité différent. Ce que j'appelle ça le bilan de maturité. Quand je commence un accompagnement, on fait un bilan de maturité. Il y a plus de 300 questions. Et l'idée, c'est de mettre le doigt sur tous les angles morts et surtout tous les items qui permettent à l'entreprise d'être mature. Il y a 7 étapes à valider et ça permet de donner une note de maturité. Puis il y a un petit radar pour dire en fonction des domaines, que ce soit le marketing, que ce soit les équipes, que ce soit les fondamentaux financiers, bah, de voir sur une base 100% où en est l'entreprise. Et on part de là. Et on peut avoir un radar avec une maturité peut-être de 60% pour une entreprise où il y a 4 personnes, et puis 20% pour une entreprise où il y a 50 personnes. C'est pas lié. Ça va dépendre de la culture de l'entreprise, du chef d'entreprise, de sa culture, de sa capacité à s'être entouré de personnes meilleures que lui ou pas. Voilà. Donc, après, c'est juste une question de moyens. Malheureusement, ceux qui en auront, entre guillemets, le plus besoin, c'est probablement, oui, les petites, les très petites et petites entreprises, c'est-à-dire inférieures à 100, 300 000 euros, parce qu'elles n'auront pas forcément le budget de s'entourer de ces compétences, de ces expertises pour grandir plus facilement. Question, Fred. On traverse une période très compliquée pour les entreprises actuellement. Mm. Ces 2 derniers mois, je n'ose pas dire le chiffre d'entreprises qui ont déposé le bilan en France. On voit des rues entières aujourd'hui avec des rideaux fermés. Qu'est-ce que ce modèle pourrait apporter justement à cette période que l'on traverse? Qu'est-ce qu'on a à comprendre finalement qu'on n'a pas anticipé pour en arriver là? Alors, deux J'ai envie de dire, choses. ce serait quoi tes 2, 3 conseils phares? Bien sûr, en fait, il y a un minimum 2 choses. Un, de l'agilité et deux, de la frugalité.
Agilité, parce que il faut comprendre aujourd'hui que dans l'économie dans laquelle on est, il faut savoir être agile. Ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai Ouais. aujourd'hui et encore moins demain. Hmm. Donc, il faut acquérir de l'agilité. Et on ne peut plus aujourd'hui gérer un business sans avoir une information claire et précise de sa situation à l'instant T. On ne peut plus gérer un business en se disant, voilà, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça fonctionne comme ça, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de regarder. Non, parce que le marché, lui, évolue. Et les tendances évoluent de plus en plus rapidement. Donc, j'appelle ça l'agilité. Et c'est pour ça que il faut faire un diagnostic complet pour savoir exactement où on est sur son business et utiliser un regard extérieur pour être efficace par rapport à ça. Arrêtez de penser qu'en tant que chef d'entreprise, on est omniscient. On ne doit pas être omniscient. Par contre, on a le devoir d'être entouré de personnes meilleures que soi, et encore plus dans les zones où on n'est pas dans sa zone de génie. Ensuite, la frugalité. Bah oui, dans le contexte actuel, on a vu l'augmentation de la ressource énergétique, de la ressource matière première, plus l'inflation, il faut savoir être frugal. C'est-à-dire comment, là où aujourd'hui, j'allais chercher des chiffres d'affaires sans trop regarder la dépense, ou avec une dépense historique pour acheter le chiffre d'affaires, c'est comment est-ce que je peux acheter mon chiffre d'affaires sans forcément en remettre sur la table, sans forcément faire des dépenses. Et c'est comment, au quotidien, se demander comment est-ce que je peux atteindre le même résultat en dépensant moins. Et ça, c'est une culture qui devient après une discipline au quotidien. Et c'est la même réflexion qu'on peut se poser pour des contraintes environnementales, pour devenir de plus en plus vertueux pour notre planète. C'est avoir cet esprit frugal de se dire, voilà, comment est-ce que je peux atteindre ce résultat en travaillant mieux finalement. Donc, c'est pour ça que je parle de deux choses, l'agilité et la frugalité. Pour faire simple, puis après on peut rentrer dans plein de considérations. Je prends un exemple dans le bâtiment. Mercredi dernier, j'ai passé la journée avec un de mes clients que je viens de rentrer, qui est à la limite du redressement. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que son activité historique, qui faisait un peu sa différence dans sa zone géographique, qui est l'activité charpente, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc Oui. il avait à cœur d'avoir cette expertise. Et son client historique, plusieurs constructeurs. Dans la construction, voilà, ça représentait 60% de son chiffre d'affaires en termes de commandes. Sur la partie charpente, il y avait deux choses là-dessus où ça a été géré à l'émotion. Un, de par le savoir-faire historique, et deux, de par l'importance du client. Mais en regardant les chiffres, chose qu'il ne faisait pas de manière rigoureuse, on s'est rendu compte que sur la partie charpente, et non pas sur la partie couverture, ils ont deux activités, charpente et couverture. Sur la partie charpente, qu'ils vendaient à perte, avec une marge nette négative. Et en plus de ça, avec un client qui payait à 30 jours. Donc, il devait et avancer la trésorerie sans pouvoir la renflouer. Et parce qu'ils avaient historiquement l'habitude de travailler avec les charpentes et ces acteurs-là, ben, ils ne se sont pas rendus compte qu'au fur et à mesure, le marché était tendu, que les marges étaient tirées de plus en plus. Et donc, sous prétexte qu'ils ont plus de 20 salariés et que ben, c'est important de rentrer le chiffre d'affaires, ben, ils étaient focus sur je rentre du chiffre d'affaires au lieu d'être focus sur je rentre du bénéfice. Voilà, je suis à la parenthèse, mais c'est juste pour dire que être agile, ça nécessite de savoir ce qui se passe dans son entreprise. Donc, la première règle, c'est d'avoir des informations claires sur son entreprise, de manière à pouvoir être agile. Puis ensuite, l'actualité, ben, c'est la frugalité. Comment est-ce que je peux faire mieux avec moins? Toujours se poser cette question-là. C'est super intéressant. On pourrait continuer à en parler pendant des heures. J'ai envie de dire aujourd'hui, finalement, ce serait quoi tes meilleurs conseils, hein, pour les personnes qui vont nous écouter et qui vont découvrir donc cette question. Je pense qu'elle va interpeller
plusieurs personnes. Finalement, c'est comment aujourd'hui on peut à la fois rester dans sa zone de génie, à la fois dans sa zone de passion, à la fois un chef d'entreprise et à la fois, j'ai envie de dire, agile sur ses finances, son argent, son bénéfice maintenant. Alors, le conseil, il est simple, c'est que pour augmenter sa valeur, il faut investir sur soi. C'est la seule façon d'augmenter sa valeur. Quand on investit sur soi, on augmente ses connaissances, personne ne peut vous les prendre. Vous investissez dans un bien, on peut vous prendre le bien. Vous investissez sur vous, c'est à vie. Donc ça, c'est le premier conseil. Et ça limite les erreurs que vous pouvez faire. Et le deuxième conseil, c'est de vous entourer d'expertise meilleure que la vôtre. C'est-à-dire de vous entourer d'experts qui ont des expertises que vous n'avez pas. Ça, ce sont les deux conseils que je peux donner parce que souvent, on veut le faire par soi-même par souci d'économie. Sauf qu'on sous-estime le coût que ça engendre de le faire par soi-même quand c'est pas notre zone de génie. Absolument. Ça coûte plus cher de le faire par soi-même que de le faire par un expert. Ok, premier abord, premier degré, on se dit, bah, ah, ça pique, l'expert est cher, sauf qu'on ne projette pas la valeur de ça et on ne la compare pas avec le coût qu'aurait engendré le fait de le faire sans cette expertise. Donc, c'est pour ça les D'ailleurs, deux conseils, c'est investir en soi et s'entourer d'experts pour gagner du temps, gagner de l'argent et, euh, et au final atteindre, sécuriser ses objectifs. absolument. Et donc, je retiens que finalement, le premier actif de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise. Tout à fait. Son entreprise, c'est son deuxième actif, mais le premier, c'est lui. Et j'ai envie de dire, eh bien, si aujourd'hui on est là aussi aujourd'hui, c'est que on est des experts dans notre domaine, mais on est aussi des étudiants, puisqu'on se retrouve régulièrement dans un mastermind où on échange sur plein d'aspects, et c'est aussi tout cet enrichissement qui nous permet de grandir, de faire grandir nos visions et nos entreprises. Donc, c'est très juste. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui finalement aux entrepreneurs? Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est donc via mon dispositif qui s'appelle Booster d'entreprise, je propose un accompagnement sur 12 mois. Donc 12 mois, c'est-à-dire j'accompagne sur 4 plans d'action à 90 jours, de manière très pratico-pratique. Donc on parle d'un diagnostic que j'appelle un diagnostic de maturité avec plus de 300 questions pour balayer l'ensemble de l'entreprise, un peu comme un médecin. Donc vous allez voir un médecin pour la première fois. Voilà, il ne va pas vous prescrire quelque chose sans vous avoir normalement fait un examen clinique. Donc là, c'est pareil. Je fais en sorte que l'entreprise soit bien connue et qu'elle ait un diagnostic clair de sa situation. Et suite à ça, on lit deux choses. On fait en sorte de faire un plan d'action pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au bout des 12 mois. Donc, l'entreprise s'était fixé un objectif à atteindre. On met le plan d'action en alignement. Et en parallèle à ça, un plan d'action qui tient compte de l'avancée en maturité de l'entreprise. Si elle part de 20% en maturité, on fait en sorte que, en avançant sur l'objectif, on avance aussi en même temps sur la maturité. Et en parallèle à ça, donc c'est un dispositif avec trois piliers. Le premier pilier, c'est une plateforme de formation qui balaye les 7 étapes de la méthodologie que j'ai mis en place pour que l'entreprise devienne un actif qui travaille pour son chef d'entreprise. Donc il y a 7 étapes. Donc pour ça, il y a plusieurs modules de formation en e-learning sur la plateforme avec des frameworks, des templates, des documents qui illustrent et qui permettent de mettre en pratique tout de suite dans l'entreprise l'exécution de la bonne mise en maturité pour aller dans la bonne direction. Ensuite, deuxième pilier, c'est du coaching, coaching de groupe. Donc, il y a 2 sessions de coaching de groupe par mois pour aborder les problématiques rencontrées de manière à pouvoir disposer de mon feedback et du feedback des autres entreprises sur la problématique. Sur chaque lancement de plan d'action de 90 jours, je valide avec une session de coaching avec le chef d'entreprise la pertinence du plan d'action et surtout l'alignement avec l'objectif à atteindre. Et un troisième pilier qui est une communauté, qui est la communauté des entreprises que j'accompagne qui veulent se transformer en un actif qui travaille pour le chef d'entreprise. Et dans cette communauté, en fait, on partage les avancées.
Donc, on fait un top 3. Chaque semaine, on doit avoir 3 objectifs à réaliser en alignement avec le plan d'action. On communique son top 5 priorités sur les 90 jours. Et puis, il y a des échanges parce que du coup, on voit qu'il y en a qui ont les challenges de certains avaient l'année d'avant ou que d'autres sont sur des challenges que d'autres voudraient aussi mettre en place. Donc, ça crée des synergies. Et voilà. Et donc, moi, je m'assure que tout le monde avance là-dessus. Et j'ai 2 garanties sur mon dispositif. Et là, je pense que je suis le seul en France à proposer ça. La première garantie, c'est une garantie satisfait ou remboursé. Et la deuxième garantie, c'est une garantie retour sur investissement. Donc, il faut savoir que mon dispositif phare, il est à 25 000 euros sur 12 mois. Donc, ça fait l'équivalent à un peu plus de 2 000 euros par mois. Et donc, j'ai une garantie là-dessus, retour sur investissement. Waouh! Donc, je mouille le maillot Oui, je avec, vois ça. avec mes clients. Et moi, j'adore ça. C'est ma zone de génie. Je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Et l'idée, c'est de mettre à disposition mon retour d'expérience sur les différentes entreprises que j'ai. Et ça va de la gestion d'un cabinet d'assurance, enfin de plusieurs cabinets d'assurance, à la création d'une fintech. On est parti feuille blanche avec 3 autres associés. Aujourd'hui, il y a 20 salariés. On est cofondateur investisseur avec 2 levées de fonds à 6 millions. Et aujourd'hui, on l'a emmené, elle est 20e fintech sur les 100 premières fintechs françaises. C'est le classement 2022. Et donc, tout ce retour d'expérience, en fait, j'en fais bénéficier mes chefs d'entreprise et j'ai beaucoup de fierté à ça parce que c'est pour moi une vraie contribution. C'est-à-dire contribuer pour que des personnes utilisent à bon escient leur temps et puissent mettre ce temps au profit de leurs proches, au profit de leur liberté financière, au profit de leur qualité de vie, et ben, je trouve que c'est super gratifiant. Donc, pour moi, c'est ma contribution d'accompagner dans ce sens pour que bah, toute l'énergie, tout le temps qui est mis dans une entreprise soit capitalisé dans un actif qui va au final travailler pour la personne qui a fait cet investissement. Et là, je trouve que c'est sympa. Bah, je pense que ça va être le mot de la fin. Ok. Parce que ça ouvre de belles perspectives, en tout cas pour les entrepreneurs qui se disent aujourd'hui comment gagner mon temps, comment le réinvestir dans ce qui me tient à cœur et surtout comment transformer mon entreprise en actif. Et je pense qu'en plus, le sujet est totalement d'actualité au vu de la période que l'on traverse finalement. Et tu vois que tu peux aussi boucler la boucle parce qu'une fois que tu as fait ça, que tu as mis ton entreprise dans un actif qui travaille pour toi, ça te dégage du temps pour réinvestir sur toi. C'est-à-dire que ce temps après, c'est ce qu'on voit moi dans la 7e étape de la méthodo, c'est que on se concentre sur les 9 branches de vie. C'est-à-dire que ce temps, après, on peut l'utiliser pour faire d'autres projets, on peut l'utiliser pour renforcer sa santé, pour, euh, pour passer plus de temps avec ses proches, pour partir en voyage. Bref, ça permet justement d'apprécier le temps et de le pondérer là où on a envie de le pondérer. Et ça, pour moi, c'est une vraie richesse, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps, voilà, une fois qu'il est passé, il est passé, on peut pas l'acheter. Absolument. C'est la seule valeur non remboursable, non récupérable. Les années qui passent, elles passent. Et on ne peut pas redire au compteur, non, non, attends, on va revenir en arrière. Ça, c'est clair. Et donc, c'est la valeur la plus importante de notre vie, finalement. Donc, je challenge tous les chefs d'entreprise qui me disent, oui, moi, je travaille beaucoup, je travaille fort. Je dis, OK, c'est OK, mais est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que vous travaillez fort, intelligemment? Absolument. Et C'est c'est là que c'est intéressant. c'est une vraie question et c'est là où ça pique. Voilà. Frédéric, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, Sabrina. Je pense que notre prochaine étape va être d'organiser une masterclass ensemble. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet entretien avec Frédéric, n'hésitez pas à nous écrire, à nous mettre vos commentaires, à nous mettre vos likes et surtout
à partager cette vidéo ou ce podcast. Vous aurez les deux. À très bientôt, les amis. À très bientôt, Frédéric. À très bientôt, Sabrina. Ciao, ciao.